J'ai écrit à mon épouse, comme quoi je sentais bien que cette affaire allait tourner à l'assaut. Et je lui ai dit que c'était mon métier, quoi. Que peut-être que je ne rentrerai pas, mais c'était mon choix. Et puis je l'accepte, hein, personne ne m'a poussé. Philippe Legorju nous a dit, bon, le commandement m'a demandé quelles étaient les pertes que nous allions subir. Il dit, je vous cache pas les gars que j'ai pas osé donner de pourcentage, mais j'ai dit qu'il y en aurait beaucoup. Tu te dis, ça y est, je suis grand, c'est mon premier voyage, tu te fais un cinéma et tu te dis, je vais mourir là-bas, je vais mourir à 22 000 km de ma famille. Et j'en étais tellement persuadé que sur place on avait un aumônier militaire, on avait le père Brard, un type extraordinaire d'ailleurs, et je voulais partir parce que ça pouvait m'arriver, et puis je voulais partir serein. Donc il y en a peu qui l'ont fait au groupe, je crois que je même été le seul. Et j'ai demandé au père Brard de me recevoir dans l'église de Saint-Joseph. Ça c'était le matin du 4 mai. Pour me confesser, quoi, parce que cette gifle me restait sur le cœur, et puis parce que j'allais sans doute, pour moi c'était le bout de ma route. Jean, au bout du 6e ou 7e jour, nous a passé un matin une clé de menottes pour qu'on se libère dans un premier temps. Donc on avait déverrouillé les menottes, on les laissait comme ça mises mais non accrochées. Et il a dit, bon, maintenant il vous faut des armes avant. J'ai dit, oui, on ne pourra jamais se défendre, quoi. La première action qu'ils auront quand il y aura une attaque de l'extérieur, ils vont venir, ils vont tirer dans le trou. Voilà, ils vont tirer dans le tas, ça fait une sacrée monnaie d'échange, effectivement. Et donc là, il est venu le lendemain avec 2 armes, donc il est descendu dans la grotte, il était en face de nous, il était à genoux devant nous, il leur tournait le dos. Donc il y avait, je me souviens, Yardianou, le frère d'Alphonse, qui était comme ça duo, qui le tenait en joue, enfin lui et nous, avec son fusil. Et il était donc à genoux devant lui, il a commencé à défaire son pantalon, il s'est dit, qu'est-ce qu'il fait? Et il avait donc de scotché avec de l'élastoplast, de Smith & Wesson en 38, on s'est dit là c'est bon, ouais. On est sauvé, on se démerdera avec ça. Quand on a donné le premier assaut, ce qui était impressionnant, c'était, vraiment, ça claquait les coups de feu de partout, et aussi les armes qui éclataient. Parce que les armes éclataient, les armes qui étaient à côté de nous éclataient. On était plein d'écorces d'armes, les armes qui éclataient. Ça veut dire que les balles passaient à travers des armes qui étaient à côté de nous et passaient à côté. Donc c'est vrai qu'on a eu une chance inouïe de passer au travers de tout ça. Et bon, donc le premier assaut était vraiment très dur. Et je me rappelle m'être assoupi, et d'un seul coup j'ai entendu « on y va ». Et là j'ai dit « on va où ?» Et là, c'est vrai que j'ai eu très peur de repartir. Et d'un seul coup, on a dit « Go, on fonce ». Alors donc, on est reparti. Et là, la peur est repartie. 2 hommes du 11e choc sont abattus. 19 indépendantistes sont tués. 14 autres sont faits prisonniers. Les otages libérés, eux, sont sains et saufs. On a évacué les lieux. Et là, on est monté dans l'hélico. On a vu ce bois monter, cette eau super bleue, et là j'ai vu que les 3/4 des gens pleuraient, et là on s'est dit mais on sort de l'enfer, et au-dessus on voit un paradis. Selon un rapport attribué au commandant Legorju, dès le 30 avril, le chef du GIGN s'oppose au commandant des forces armées en Nouvelle-Calédonie, le général Vidal, qui souhaite, lui, une opération de force, quelles qu'en soient les conséquences. Des accords aussi avec Bernard Ponce, auquel il reproche d'avoir privilégié la politique à une approche humanitaire. Un médiateur possible aurait été écarté pour des raisons politiques. L'opération militaire est alors l'unique solution envisagée, une action de guerre, selon le rapport, avec la nécessité d'employer des moyens quasi mortels pour les défenseurs. Un point reste obscur, le rapport ne parle pas des circonstances de la mort de 3 Kanaks qui, selon des témoignages, auraient été abattus après s'être rendus. Des actes contraires au devoir militaire ont été commis. Croyez bien que je le dis avec beaucoup de peine. Ces actes n'engagent que quelques-uns et ne portent pas, à mes yeux, atteinte à l'honneur de l'armée. On a senti qu'après cette opération, il y avait un grand ressentiment des journalistes, des médias, d'avoir été absents de ce conflit. Dans les 5 premières minutes, on est des héros, et puis après, on te parle de torture.
ceux qui étaient restés en base arrière, les gens du GIGN, devaient organiser une petite fête pour nous. Et là, je retournais dans le monde, je retournais vers la fête, je retournais vers mes amis. On sortait d'un enfer, et il y a un journaliste qui me voit, il dit alors là-bas, ça a été dur, c'était la guerre, c'était les tortures, on a envie de lui foutre la main dans la gueule, quoi. Parce que ça te fout les boules, tu dis, tu payes de ta personne, t'as failli pas revenir, le premier mot qu'on te sort, c'est une injure. Plus tard, en hiver, à Marc-en-Barœul, d'autres personnes n'oublient pas que cette affaire a commencé par le massacre de leur père, de leur frère, de leur mari. Michel est là, avec ses compagnons. Le cœur est lourd, de bonnes raisons d'écrire. Avec la disparition en pleine forme de l'Arche de Edmond Dujardin, Daniel Leroy, Georges Moulier, Yannick mon mari, tous 4 lâchement exécutés. Le 5 mai 88, tombés à leur tour, Régis Pedraza et Jean-Yves Véron du 11e choc. Nous pensions alors toucher le fond du désespoir. C'était méconnaître l'avenir qui nous laisse aujourd'hui, 18 mois plus tard, en pleine détresse morale, face à l'arbitraire, l'incompréhension, voire le mépris dont certains ont fait preuve à notre égard envers nos défunts. Vous tous, amis connus et inconnus, merci d'être là. Grâce à vous, la stèle témoignera pour l'éternité, pour notre génération et celle à venir, de ce qui s'est passé à Fayaoué, à Gossana, et les incitera à se demander à cause de qui, pourquoi, comment est-ce arrivé. Allez. Les corners. Vous calmez s'il vous plaît. Je suis là pour faire du football. Après chaque intervention, ça n'empêchait pas le lendemain d'aller à l'entraînement, aller retirer, recourir, refaire des techniques de corde. On essaie des choses. C'est une cour de récréation. C'est à celui qui descendra le plus vite en rappel, c'est à celui qui va grimper le plus haut sans assurance. Parfois c'est couillon. Des fois on pousse loin le bouchon et il y a des entraînements qui sont sanctionnés. Et là on est en osmose quelque part avec la vie, avec ce fil du rasoir. On est tout le temps en train de jouer avec. Et au groupe, on sait très bien que si on conduit des entraînements vraiment aseptisés, et bien le jour où on sera confronté à la réalité, ça n'aura plus rien à voir. Et là, on prendra une monstrueuse volée. Michel pourrait aussi raconter les émotions qui succèdent aux opérations réussies et les gags qui entourent les ratages, comme celui survenu lors d'une démonstration faite devant un ministre de la Défense. On avait installé une situation, une prise d'otage dans une banque, le gars sortait avec une arme, menacé et tout, et le malfaiteur, lui, il avait une grenade. On avait joué dans le rôle, quelqu'un, il avait ramassé la grenade pour la jeter ailleurs. Le scénario avait été répété, et puis ça s'était bien passé, donc en avant. On joue ce truc-là, les autorités en train de regarder, la prise d'otage, hop, on saute sur le type. Le gars se démène un peu plus, celui qui jouait son rôle, c'est normal, il entre en scène, les gens au groupe aiment bien faire du théâtre aussi. Il se débat un peu plus, et là, la grenade, elle part. Un peu trop loin, elle roule sous une voiture.
Le type qui devait la ramasser, il a le bras trop court. Il peut pas. Il est là.